Bonjour à tous. Alors cet épisode est un peu spécial sans vraiment l'être final puisqu'en fait ce n'est que la seconde partie de l'épisode précédent qui a déjà été publié. En fait l'épisode est un épisode où j'ai eu l'opportunité d'interviewer Nicolas Mariscaël, orfèvre à Paris, dont l'atelier se trouve avenue Daumesnil, sous une des voûtes en fait du viaduc des Arts. Donc voilà, donc là c'est la seconde partie. Je vais faire une petite introduction très rapide, juste peut-être pour vous remémorer un petit peu la fin. N'hésitez surtout pas à écouter les 2-3 dernières minutes de l'épisode précédent pour vous remettre un petit peu dans le bain. Mais en tous les cas, j'ai fait en sorte de couper les parties au bon moment pour que ça fasse vraiment deux parties assez distinctes. En tous les cas, je vous dis bonne écoute et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Donc, au niveau de l'outillage, Oui, quand on s'est rencontrés une première fois, vous m'aviez dit que vous étiez au Marais. oui, Et donc là, du coup, vous êtes, vous êtes au Viaduc des Arts. Donc le Viaduc des Arts, en fait, c'est sur le boulevard, l'avenue Daumesnil, avenue pardon, à Daumesnil, Paris, oui. pas très loin de Gare de Lyon. Et donc, en fait, c'est en dessous de la coulée verte En dessous de la pour que coulée les gens verte, voilà, puissent voilà. visualiser. Mm. Et en fait, c'est-à-dire que c'est toute l'avenue, en fait, il y a plein d'artisans d'art. Donc vous avez eu cette opportunité-là donc de venir ici. Alors, vous m'aviez dit donc la première fois, c'est que vous aviez dû vous séparer, je crois, d'une machine parce qu'en fait que vous aviez dans le Marais et que vous n'avez pas pu ramener avec vous. Ça, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Enfin, parce que du coup, vous avez pu ramener tous vos outils, c'est ça, du Marais, mis à part une seule machine, c'est ça, vous avez dû. Oui, en fait, oui, je pense que je vous avais parlé de la presse, Ouais, je crois que c'était ça. la presse que mon grand-père utilisait. Ok, Et en ouais. fait, nous déjà, on a, en fait, dans l'atelier historique du Marais, c'était rue de Saint-Onge, 4 et 8 rue de Saint-Onge. Mon grand-père avait une presse, c'est ce qu'on appelle un balancier, de plusieurs tonnes, et ça c'était pour estamper les couverts en argent. Voilà. Donc moi j'ai tout l'outillage, toutes les matrices de couverts qu'on exploitait, mais ça elle a même disparu avant que je déménage parce que ça faisait en fait écrouler l'immeuble dans le Marais. Et donc c'est du temps de mon père qu'ils ont dû déménager la presse. Non, sinon, oui, donc l'atelier historique était dans le Marais, et puis c'était très petit, enfin j'avais juste une petite boutique, l'atelier était très charismatique parce qu'on travaillait sous une verrière, donc on crevait de chaud l'été, mais on avait froid l'hiver, enfin c'était... Et puis j'ai eu l'opportunité, par des amis qui étaient déjà installés, des amis artisans, donc de déposer un dossier au Viaduc des Arts, et vraiment j'en suis ravi. Le Viaduc des Arts, il faut savoir que sur 1,5 km, vous avez pratiquement une quarantaine d'artisans. Euh, C'est que de l'artisanat d'art. alors, Non, pas forcément. pas forcément, enfin principalement, Principalement, ouais. principalement hein, vous devez exercer au moins, je crois que c'est 60% de votre activité sur place. Il y a aussi ce qu'on appelle des voûtes dédiées aux associations. Il y a des restaurants. Enfin, bon, bref, mais alors, c'est un compromis qui est génial parce que ça nous permet d'avoir une boutique et un showroom, une vraie boutique. Moi, mon atelier est en sous-sol parce que j'ai dû déplacer 30 tonnes d'outillage d'acier et d'outils de forme avec des machines. Et c'est très dynamique. Il y a des événements très importants. Vous avez cité les Journées européennes des métiers d'art, qui sont vraiment une institution au Viaduc. Vous avez Paris Design Week, vous avez un événement pour Noël. Et il y a une association du Viaduc des Arts qui dernièrement a exposé au Grand Palais, voilà, pour l'exposition Révélation. Donc c'est la première année où le Viaduc des Arts avait un stand. On était 10 créateurs, 10 artisans créateurs qui présentaient des objets. Donc mais c'est très dynamique. On est dans des lieux un peu magiques qui sont
patrimoine, qui font partie du patrimoine historique de la ville de Paris. Donc c'est vraiment c'est très important au niveau de la ville aussi, hein, et ça remplace un peu le pôle artisanal parisien qui était autrefois dans le Marais. Et on va dire, vous avez le Viaduc des Arts, la Cour de l'Industrie, vous avez l'Institut national des métiers d'art, l'association des ateliers d'art de France qui est au Viaduc des Arts, les ateliers de Paris qui sont pas loin. Enfin, on est vraiment, c'est tout un pôle, un quartier maintenant, là, ici, qui représente les métiers d'art. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la matière première que vous utilisez. D'où est-ce qu'elle vient, enfin, comment ça se passe, enfin, je veux dire, vous m'aviez un petit peu expliqué quand on s'était vu, voilà, si vous pouviez m'en parler un petit peu plus. Alors, la matière principale que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est l'argent massif. Voilà. Donc, je restaure, comme je vous l'ai dit, hein, c'est 40% de notre chiffre d'affaires. Je restaure énormément d'argenterie ancienne. Toutes mes créations très contemporaines sont généralement en série limitée, sont en argent massif. Alors c'est une matière qui est d'abord c'est un métal précieux qui est culinaire. Donc on peut l'utiliser pour manger. C'est comme c'est le métal précieux le plus inaltérable derrière l'or. Et c'est un métal qui est extraordinaire à travailler au marteau. Quand on le recuit, il devient très malléable. Oui, plus on tape dessus, plus il durcit. Donc on doit le recuire pour le rendre ductile et malléable. Et c'est un métal vraiment qui est fabuleux, qui pour moi représente beaucoup de choses, enfin qui orne les tables, qui illumine les tables quand vous mettez de l'argenterie. Et c'est une tradition française, hein, qui date des siècles des Lumières. On sait que, et d'ailleurs l'argenterie ancienne est assez rare, puisque Louis XIV en a fondu plus de 20 tonnes pour payer ses guerres. Ah bon, ouais. Et depuis donc le XVe siècle, sous le clergé, bien sûr, on a fabriqué des objets en argent massif. Hein. Au départ, c'était le clergé qui utilisait le métal, l'argent massif et le vermeil. Hein. Le vermeil, c'est de l'argent qui est doré. Donc voilà, alors c'est une matière qui est fantastique, qui se travaille extrêmement bien, qui est fabuleuse. Voilà. D'où elle vient alors, elle vient des pays d'Amérique du Sud. On en trouve beaucoup, les mines, surtout il y a une énorme mine au Mexique, et aussi en Argentine, hein, dans le mot... dans son nom, il y a le mot argent, Argentine. Et ah oui, moi j'y suis allé en Argentine 5 jours pour faire des conférences avec l'Institut français et le Mobilier National, où on défendait le slow made. Nous sommes, nous les artisans, l'incarnation du slow made. Et j'ai rencontré, là-bas il y a beaucoup d'orfèvres, hein. En France il y en a de moins en moins. Mais là-bas, il y en a beaucoup. Mais à l'origine, c'est un savoir-faire qui vient d'où, qui est européen, enfin européen. Oui, c'est européen. Il faut savoir qu'en France, au XVIIIe siècle, il y avait des orfèvres dans toutes les villes et partout. Dans notre secteur, hein, on réunit, pour tout vous dire, la chambre syndicale HBJO, c'est horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Voilà, donc on est ensemble. Et à l'époque des Lumières, hein, 17e, 18e siècle, la joaillerie n'existait pas. C'était l'orfèvrerie. L'orfèvrerie qui dominait. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Hein. Nous sommes le vilain petit canard de ce secteur d'activité luxueux. Mais il résiste. Il persiste
On apprécie encore. Alors, parce que je parlais du spectre de notre clientèle, c'est vrai que notre clientèle est un peu âgée. Mais avec Internet, elle a sensiblement baissé. Voilà, donc il y a beaucoup d'orfèvres encore en Amérique du Sud, un peu en Amérique du Nord, il y en a beaucoup en Europe, il y a une énorme tradition en Angleterre, où il y a encore des orfèvres importants, et aussi un peu en Belgique et un peu en Allemagne et en Hollande, mais bon, ça se compte, c'est vrai que c'est en voie de disparition. Et vous pourriez nous donner un ordre de prix et comparer avec l'or pour qu'on puisse avoir une idée, l'argent. Alors, quand on achète 1 kilo Ouais. d'or, ça coûte actuellement entre 35 et 38 000 euros. Voilà. Quand vous achetez 1 kilo d'argent, ça coûte 1 000 euros maximum. Ou on va dire 800, peut-être un peu moins, ça dépend du cours. Voilà. Donc vous avez un... Et l'argent, alors bien sûr l'or est inaltérable. C'est vraiment la matière sur Terre qui... il faut savoir qu'il va falloir qu'on se pose des questions au recyclage. Parce que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que dans quelques dizaines, voire quarantaine d'années, il n'y aura plus d'argent à extraire ni de métaux précieux. Et ça, c'est valable pour beaucoup de matières premières. Donc, on va rentrer un peu comme dans tous les réflexes écologiques, dans du recyclage, ce qui est déjà le cas. Et donc, c'est... Vous recyclez, vous Non, pas moi, pas, mais non. non. Mais Vous pourriez techniquement le faire. oui, on peut le faire, mais vous avez des entreprises. Moi, par exemple, quand j'achète ma matière première, l'argent massif, j'achète chez une entreprise qui affine le métal et qui peut le vendre en plaques, en tubes, en n'importe quelle quantité, ni diamètre et autres, et épaisseur. Au XVIIIe siècle, non, ça n'existait pas. C'est les orfèvres qui affinaient leur argent. Maintenant, c'est plus le cas. Et quand j'ai des déchets d'argent, je les donne à mon fondeur que je recycle et donc je récupère la matière en plaques ou en fait en ce que je désire. Voilà, donc, mais c'est vrai que comme toutes les matières premières, on se demande ce que ça va donner. Ok. Vous considéreriez que ce que vous faites, du coup, c'est du luxe? Enfin, si c'est le cas, c'est quoi pour vous, du coup, le luxe, en fait? Ça veut dire quoi? Alors, j'ai l'habitude de dire, moi, oui, on parle du luxe. En fait, oui, bien sûr, quand on parle d'argent massif, tout de suite, on pense au luxe. Vous allez dans un grand restaurant, ils présentent peut-être pas des couverts en argent massif, mais au moins en métal argenté. Donc on a cette image du luxe. Je vous parlais de la chambre syndicale, c'est horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Là, on est dans un secteur du luxe. Qu'est-ce que le luxe? Moi, je pense que on peut considérer que le luxe, on peut à tous les niveaux, mais c'est une matière de toute manière qui est plus chère que la moyenne. Donc, de toute manière, elle sera donc utilisée de par ses propriétés. Elle est plus chère parce qu'elle elle est inaltérable, elle est culinaire, elle est difficile à extraire. Donc tout ça, c'est ce qui fait que cette matière est chère. C'est aussi son éclat, la vision de l'argenterie qui fait qu'on considère que ça fait partie du luxe. Parce que, bon, c'est vrai, moi j'ai une clientèle quand même qui est assez aisée. Mais j'ai toutes les classes sociales. C'est-à-dire que ce n'est pas une question non seulement de moyens, c'est aussi une question de culture. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment des choses luxueuses, donc un peu chères, un peu onéreuses.
Après, c'est une qualité de vie. Ça dépend en fait, du bien-être de chacun. Mais ça n'a pas une connotation. Moi, le luxe, ça n'a pas une connotation euh, condescendante. C'est une connotation de bien-être, de bien vivre. C'est l'image de la France. Alors, du temps de Versailles, c'était un peu, comment dire, un peu honteux. La situation de la noblesse française alors que le peuple crevait de faim. Mais maintenant, c'est plus le cas. Le luxe, c'est pour moi du bien-être. Si on peut se l'offrir, c'est un peu comme tout. Hein, eh ben, il faut s'épanouir, il faut aimer les choses, et si on peut se les offrir, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une connotation négative pour moi, le luxe. Au contraire, c'est un savoir-faire. C'est, le luxe, c'est notre ambassadeur un peu, hein, français. C'est notre image, le bien-être, le bien-vivre, et le bienfait. Voilà. Ok. Est-ce que le fait d'être orfèvre français, est-ce que vous bénéficiez d'une, entre guillemets, est-ce que c'est un atout en fait, comme par exemple les grandes maisons de maroquinerie françaises, voilà, elles appuient beaucoup sur l'histoire en fait, le fait que la France soit un pays avec un très grand savoir-faire dans la maroquinerie. Est-ce que c'est le cas aussi pour votre métier? Ou c'est plutôt, du coup, vous avez dit les Argentins, mais du coup, est-ce que c'est le cas aussi en France? Alors, oui, en France, on bénéficie même dans nos métiers, dans l'école où je suis passé, tout ça c'est lié, comme je vous disais, à l'HBJO, à horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Orfèvre, d'abord, orfèvre, le commun des mortels pense plutôt à du bijou, pas tellement à l'orfèvrerie, tout ce qui orne la table en fait, les verseuses en argent, les soupières, les couverts. Et, et donc, rappelez-moi votre question, pardon. En fait, ma question, c'était de savoir si euh, être Être orfèvre était en France, en français France. en fait, Alors, est-ce que vous bénéficiez oui, parce qu'en fait, on a. ouais, d'un statut ou d'une marque en fait à Ouais, ouais. l'international qu'on va dire bon, il est français, on lui fait confiance ou Non, mais tout le savoir-faire français bénéficie des siècles passés, des siècles des Lumières de Louis XIV. Louis XIV, c'est sûr que le peuple crevait, mais il a fait bénéficier à l'État français le départ de tous les savoir-faire, et on en bénéficie exactement de la même manière. C'est-à-dire que tous les pays mondiaux nous regardent parce qu'on a un passé derrière nous, et que si on ne l'avait pas, les Mexicains nous ont copié sur leur favori 18e. Et quand je suis allé en Argentine, les orfèvres que j'ai rencontrés, ils ont fait 400 km pour venir me voir, pour m'écouter, pour me rencontrer. Donc on est l'aura français sur l'artisanat, quel que soit le métier. Il existe, il est comme ça. Et alors c'est pas seulement le 14. Après vous avez eu Napoléon, voilà. Donc, et puis les siècles passant, alors dans ma favori, il y a plusieurs périodes très importantes. Vous avez la période aussi Louis XV, Louis XVI, Napoléon, l'Art déco. Et on a eu des génies dans nos métiers. Donc tout ça donne le vertige, et ça donne le vertige aux étrangers qui n'ont pas eu cette histoire. On a une histoire formidable sur le plan des métiers d'art. Et c'est pour ça qu'on est le seul pays qui a une politique sur les métiers d'art. Ouais, justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui,
l'État français, est-ce que vous considérez qu'il aide l'artisanat d'art, enfin les artisans français, suffisamment? Parce que j'avais vu un article passer sur un magazine qui s'appelle Le Quotidien de l'Art, il me semble, et c'était suite en fait à la cathédrale Notre-Dame, donc du coup, et qu'il y a eu comment dire, une vague donc, d'argent qui est arrivée pour la restauration de la cathédrale. Et on parlait justement de l'artisanat d'art, et ça parce que la cathédrale a besoin de savoir-faire qui sont bien spécifiques pour être restaurée. Et dans cet article, il y a des artisans d'art justement qui disaient on oublie l'artisanat d'art français, c'est-à-dire que les politiques utilisent l'artisanat d'art pour un réel argument touristique. Donc oui, ça marche. Enfin, je veux dire, il y a le viaduc des arts, il y a la journée européenne des métiers d'art, etc. Mais à côté de ça, il n'y a pas peut-être une vraie aide, peut-être pas tant financière que financière, mais vraiment un réel appui pour les artisans d'art. Vous, comment vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que c'est le cas ou... Alors, non, il y a deux pays seulement qui ont une politique ouverte et privilégiée sur les métiers d'art. C'est le Japon et la France. Et encore, le Japon... non, le Japon, par exemple, il y a les trésors vivants au Japon. Bon, ici, nous avons le dispositif des maîtres d'art. Mais le dispositif de maître d'art, c'est pour principalement former un apprenti ou transmettre votre entreprise. Ce n'est pas le cas au Japon. Alors à côté de ça, c'est vrai que en fait, il y a vous avez le sentiment on parle de plus en plus des métiers d'art. Parce que ces valeurs refuge de qualité de travail, de bien-être, du travail bien fait, le slow-made, voilà, le slow-made, vous passez du temps. Alors, c'est très beau, hein, c'est très bien. La seule chose, c'est que toutes les grandes marques parlent de savoir-faire, parlent de l'artisanat. Avant, le mot artisan était banni. Maintenant, le mot artisan, il est partout. Parce que c'est un exemple. C'est un exemple comment ils font, ces artisans, pour survivre. Alors que la plupart des grosses marques, parfois, ont beaucoup d'entreprises d'investissement en France, mais beaucoup à l'étranger, parce que la main-d'œuvre est moins chère, parce qu'il y a un problème de charge, parce qu'on revient au problème, on va dire, français. Mais moi, je pense qu'il y a deux choses. Je ne pense pas qu'il faille aider continuellement les artisans. Il faut un marché, il faut des clients, il faut susciter l'intérêt. Si vous n'avez pas de clients, votre métier meurt. Donc vous aurez beau l'aider, ça ne sert à rien. Il faut aider pour que les métiers ne meurent pas. Ça, c'est important. Parce que vous avez, par exemple, vous voyez là, cet outillage, s'il n'y a personne qui le prend derrière moi, il est foutu. C'est fini, c'est mort. Ça part en fumée. Donc là, vous avez une somme de générations qui disparaît. Ça, c'est dramatique. Donc ça oui, d'accord. Mais c'est ponctuel. Ça donne, ça permet de donner une impulsion. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps les aider, je ne sais pas comment... Il ne faut pas perfuser, en fait. Voilà, il ne faut pas être sous perfusion tout le temps. Maintenant, il faut une politique. Ça, c'est important. Il faut être soutenu. Il faut avoir être soutenu pour exporter nos produits. Ça, c'est important. Nous, les artisans, on n'a pas les moyens d'avoir une politique commerciale exportatrice ou autre. Mais on se pose des questions. Mais après, dans ce cas-là, est-ce que vous serez encore artisan d'art? C'est-à-dire que après, vous arriverez peut-être à un niveau des grandes maisons de luxe ou qui, là, ont une réelle... Pas obligatoirement. Ce qu'il faut, c'est... oui, je dis n'importe quoi, parce que du coup, je confonds vraiment politique pour exporter et production. Mais sont deux choses de toute façon, on est obligé d'améliorer notre production. On ne peut pas rester tout le temps
c'est bien beau on peut faire des prototypes à la main, mais une fabrication avec même 50 pièces, vous êtes obligé de passer à un système parfois qui est beaucoup plus moderne et qui va plus vite. Après, il faut s'acclimater à notre société. On ne peut pas non plus être dans notre grotte avec nos outils et nos marteaux d'il y a 3 siècles. Il y a l'aspect numérique, il y a la possibilité de faire ça sous ordinateur, avec des logiciels de 3D. Et voilà, mais pareil pour la gravure, pour la découpe. Voilà. Alors il y a des choses au contraire, ce qu'on peut affirmer, c'est notre savoir-faire, c'est-à-dire transmettre actuellement tout ce qu'on sait faire, le transmettre, mais l'améliorer techniquement pour qu'on soit compétitif. Parce que sinon, on aura beau crier à corps et à cri, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'adapter. Ok, on va passer à la question de la fin. Alors moi, il y a une question que je pose à tous mes invités. C'est une question en fait qui est sur le management. Alors en fait, parce que bon, moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément. La question est plutôt de savoir comment est-ce que vous faites pour construire en fait le meilleur environnement de travail, les meilleures conditions de travail pour les personnes qui travaillent avec vous. Alors là, en l'occurrence, c'est assez particulier parce que du coup, c'est votre famille et votre apprenti, c'est votre fille. Donc ça revêt une dimension assez particulière, même assez subjective, j'ai envie de dire, mais vous avez eu des apprentis aussi qui ne faisaient pas partie de votre famille. Donc en fait, la question c'est ça, c'est déjà quels sont pour vous les bons critères pour être un bon manager, entre guillemets, donc un bon maître d'apprentissage, et quelles sont les différentes... Alors, on rigole parce que du coup votre fille rigole à côté. Oui, parce que vous tombez à pic en fait. Mais du coup, voilà, quels sont selon vous les critères pour être un bon manager, un bon maître d'apprentissage, pour vraiment construire les conditions parfaites pour que les personnes qui travaillent avec vous se sentent bien en fait? Alors, vous tombez pile poil parce qu'en fait, toutes ces questions se posent, se sont posées ou se posent au quotidien. Et donc, en fait, on peut être un bon artisan et on n'est pas obligatoirement un bon prof et un bon manager. Je me suis posé ces questions hein, quand je vous ai parlé là de cet écrivain là comment tout réussir. En fait, vous êtes parfois confronté, la vie vous confronte et vous êtes bousculé. Moi, c'était le cas là avec ma fille, c'est-à-dire que elle est arrivée et moi, je pense que je ne suis pas encore un bon manager ni un bon prof. Mais ça s'apprend. Je pense que c'est pas. Vous êtes individualiste ou vous êtes collectif. Si vous êtes dans un milieu collectif, vous vous adaptez. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé seul, face à moi-même et à mes problèmes. Et on ne pense pas non plus à s'adapter. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Ce que j'ai appris dernièrement, c'est qu'en fait, c'est celui qui transmet qui a la responsabilité. C'est pas, c'est un peu, je vais revenir au sport, c'est idiot, mais quand vous avez une équipe collective, quand elle perd, c'est à cause de l'entraîneur, c'est pas à cause des joueurs. Quand vous avez une équipe collective qui gagne, c'est grâce aux joueurs, mais c'est pas grâce à l'entraîneur. Voilà. Et ben c'est pareil. Là, c'est exactement la même chose. C'est le manager, c'est le maître d'apprentissage qui est responsable de la transmission. Voilà. Ben, moi, je l'ai appris, mais il n'y a pas si longtemps. Hein. Il n'y a pas si longtemps. Mais c'est simple, ce qu'il faut, c'est s'adapter. Et puis, il y a peut-être un âge qui vous le... Et puis, les choses, la vie, voilà, vous êtes face à certaines choses et puis vous faites face ou pas. Alors, soit vous êtes idiot et vous avez des œillères et puis ça ne marche pas. Soit vous faites en sorte que ça marche. Voilà. Alors après, il y a des méthodes, voilà, il faut prendre conscience des problèmes.
il faut prendre conscience de ce que vous voulez. Et la vie, c'est pas se compromettre, au contraire, c'est vraiment évoluer dans un système. Et ça, c'est pareil, ça s'apprend. Donc, pour transmettre, il faut penser, en fait, si vous voulez, il y a aussi mon copain, là, designer, qui, lui, est aussi prof de design, et qui m'a dit, mais la question qu'il faut se poser, c'est quel est le prof que tu aurais aimé avoir? Voilà. Est-ce que ce que tu fais, ça correspond à ce que tu aurais aimé? Voilà. En fait, c'est la bonne question. C'est comment bien transmettre. Moi, je pensais que expliquer oralement et montrer, ça pouvait passer, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est basique, ça, comme réflexion. C'est pas du tout réaliste. Et donc ça aussi, c'est un autre métier. Alors vous imaginez ce que doit faire l'artisan. Il doit gérer son entreprise, gérer son marché, gérer sa transmission, gérer sa vie personnelle, gérer... à la fin, vous êtes épuisé, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'il faut lire le livre de Stephen Covey. Je fais la pub. C'est un best-seller. Et j'en ai parlé, voilà, toute ma femme, mes enfants pourront vous le dire. J'en ai parlé et je l'ai béni. Mais je me suis rendu compte que je l'avais oublié parce que là, il y avait des références dernièrement qu'il fallait utiliser. Ouais. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a plu et j'en suis ravie. Donc comme je vous l'avais dit, c'était un épisode un peu long puisque il fait un peu plus d'1 heure. Je pense que ça sera un format que je vais privilégier à partir de maintenant, de diviser en fait, de scinder les épisodes qui sont assez longs en deux. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire des épisodes très longs, je le sais, parce que je pose beaucoup de questions et que j'ai pas vraiment de contraintes éditoriales, donc j'ai un petit peu tout le temps dont j'ai besoin et en fait j'en profite. Voilà, n'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est un format qui vous plaît moins? Est-ce que vous préférez que je mette tous les épisodes, même s'ils sont extrêmement longs, d'une traite? En tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour m'en faire part, soit sur LinkedIn, donc Soukaina Gutiérrez, vous me trouvez facilement, ou sinon sur l'Instagram du podcast, @luxe et artisanat tout attaché. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, m'envoyer des messages, j'y répondrai avec grand plaisir. En tous les cas, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Luxe et Artisanat.